Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont habitués de ce genre de conférence-débat à la Fondation, puis bonsoir aux nouveaux venus. Bonsoir Didier Lesky. Je me présente, Ariane Bonzon, je collabore au site slate.fr et je travaille plus particulièrement sur la Turquie et le Proche-Orient, mais aussi sur l'islam en France. Peut-être que du fait de mon expérience, je vois qu'on a quelqu'un qui connaît un peu l'islam turc en France. Du fait de mon expérience en Turquie, ça me permet aussi d'avoir un autre regard peut-être sur l'islam en France. Alors, voilà comment nous allons procéder. Donc, Didier Lesky, donc, qui est un ancien conseiller de Jean-Pierre Chevènement, ministère de l'Intérieur, préfet, qui est aujourd'hui directeur général de l'Office français des migrations, qui a été chef des bureaux du culte pendant 4 ans, préfet pour l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis, a donc écrit ce livre pour lequel vous êtes tous venus l'écouter, Misère de l'islam en France, aux éditions Serres, qui est un livre que moi j'ai trouvé tout à fait intéressant et qui dénote par rapport à toutes les autres productions qu'il y a, parce qu'il y a un aller-retour constant entre l'expérience du terrain. On voit que vous avez été confronté quand même alors j'imagine en particulier au moment du lancement du Conseil du CFCM, Conseil français du culte Conseil musulman. français du culte musulman. Et puis alors, donc des retours entre l'expérience du terrain et une approche aussi conceptuelle, plus sociologique ou plus éthique du problème. Donc ça, c'est tout à fait passionnant, avec beaucoup d'exemples concrets dont vous allez sans doute nous parler. Alors, on procède de la façon suivante. Didier Lesky va parler pendant une bonne dizaine de minutes. Puis je ferai une ou deux relances, une ou deux questions. Et ensuite, ce sera à vous. Les questions seront à la salle. On aura un bon moment pour les questions. Donc, c'est aussi le principe de ces conférences-débats. Voilà. Merci à la Fondation Jean Jaurès de m'avoir invité. Merci à vous, Madame. Effectivement, ce livre, je l'ai conçu comme un retour d'expérience et en même temps la volonté de faire une mise au point, peut-être aussi pour moi-même, pour comprendre ce qui aujourd'hui fait défaut, pour que émerge un islam, non pas en France, mais de France, et un islam qui soit à la hauteur de nos besoins. C'est pour ça que je suis parti d'abord de constats, et puis après j'ai essayé de faire des propositions et peut-être des clarifications qui me semblent nécessaires. Alors, le constat, c'est d'abord celui d'une situation paradoxale, je dirais, puisque sur le plan concret, matériel, la situation des fidèles musulmans n'a cessé de s'améliorer depuis une vingtaine d'années, et grâce à l'attention soutenue des pouvoirs publics nationaux comme locaux. Je crois qu'on peut dire que l'islam des caves n'existe plus, ou ceux qui veulent prier dans les caves le veulent pour d'autres raisons. Les lieux de culte se multiplient. Vous trouverez les chiffres dans le livre. Enfin, ces 10 dernières années, une salle de prière musulmane s'est ouverte en moyenne une par semaine. Voilà. Les aumôneries ont été mises en place ou ont été développées. L'aumônerie militaire est à ce titre-là un exemple. Le halal s'est développé dans les grandes surfaces. Les carrés musulmans se sont multipliés et même avec une interprétation très large des textes. Pour autant, on sent bien qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce quelque chose qui manque vient renforcer le développement de pratiques littéralistes qui suscitent des débats publics constants et qui donnent le sentiment que, de nouveau, une religion veut marquer de son empreinte l'espace social, l'espace public. Et ce sentiment, il est amplifié par la crainte suscitée par l'évolution que connaît le monde arabo-musulman, qui est un monde où les différences disparaissent, s'atténuent progressivement, quand elles ne sont pas éliminées par le droit, et on pourra y revenir, ou par la violence, malheureusement, comme on le voit à travers les médias. Ce manque, il est renforcé par plusieurs choses. Il est par la faiblesse des interlocuteurs cultuels. C'est la difficulté qui me semble... qui semble sans fin pour que se stabilise une représentation forte et légitime de l'islam en France. Ce sont les crises perpétuelles du Conseil français du culte musulman qui alimentent la petite chronique, ou avec même des choses un peu plus importantes quand l'État est obligé de demander au Conseil d'État de dissoudre une fondation du fait de son inertie alors qu'elle avait été confiée en gestion aux responsables musulmans
et d'en créer une autre présidée par Jean-Pierre Chevènement. Il y a aussi, je crois, des défaites sémantiques qui sont le reflet de défaites politiques, des confusions, des fausses appréciations sur ce que serait la situation des musulmans, entretenue en partie par les campagnes contre l'islamophobie. Et je pense que dans ce cadre-là, il était important de faire des clarifications et pour faire face à la situation, je crois, d'apporter des distinctions qui me semblent libératrices du débat et aussi démontrer qu'il y a des pistes concrètes, possibles, qu'à mon sens, je crois, praticables, même toniques, qui pourraient nous faire sortir de l'impasse. Alors, je commence par rappeler que la laïcité républicaine, c'est considérer que votre croyance ne vous place pas au-dessus des lois. Ce n'est pas de cacher sa foi. Être un peu clair sur le cadre juridique, je pense aussi, nous aiderait et permettrait d'éviter des crispations inutiles. Et dans ce rappel, j'ai tenu à montrer comment notre laïcité a mis plus d'un siècle à compter de la Révolution française pour faire reculer l'Église dans sa prétention à vouloir dominer justement cet espace social, en le marquant partout de ses symboles, en voulant régir les règles de droit, les droits des personnes, et en superposant l'identité religieuse et l'accès au droit. Je dirais même que la meilleure définition de la laïcité, c'est de dire qu'elle est l'inverse de cette catholicité d'Ancien Régime qui superposait les deux choses. Voilà. Parmi les difficultés, et j'en viens là, je crois que la principale difficulté, c'est de ne pas prendre la foi au sérieux. Il y a plusieurs moyens de ne pas prendre la foi au sérieux. Il y a un moyen qui, je dirais, rassure beaucoup dans nos milieux, on est aussi à la Fondation Jean Jaurès, c'est de privilégier la parole de ceux qui se disent intellectuels musulmans mais qui ne fréquentent pas les mosquées. Si on n'a pas la foi, je crois qu'on est un intellectuel tout simplement, même si on se prénomme Abdenour ou Leïla. Et ce n'est pas parce qu'on s'appelle Pierre ou Paul ou Marie qu'on est une intellectuelle catholique. Voilà. Ces intellectuels ne parlent en réalité qu'à ceux qui sont en dehors de la révélation. Ils ne parlent pas à ceux qui croient. Or, je pense que c'est un problème majeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'émergent des intellectuels musulmans qui se mettent en lien avec le peuple des mosquées pour que puisse émerger ce qui est appelé souvent des vœux de beaucoup de responsables politiques et qu'on appelle l'islam des Lumières. Je crois qu'il faut que ces intellectuels musulmans ouvrent des lieux, comme d'autres l'ont fait, créent des cercles de discussion, des lieux d'études et des moments de prière partagés avec ce peuple des mosquées qui est, il faut le rappeler, respectable dans sa foi et composé majoritairement de personnes modestes qui ont fait le sacrifice souvent de cotiser pour ouvrir de nombreux lieux de culte et qui ont amélioré la situation des fidèles musulmans. C'est d'autant plus important, il me semble, que je partage l'avis qu'avait Jacques Berck, qui est que la France est un des rares lieux possibles pour l'émergence d'un islam des Lumières qui soit à la fois bénéfique pour toutes les régions du monde. C'est peut-être une prétention forte qu'il avait, mais qui était héritée de son expérience, quelqu'un qui était natif d'Algérie, qui a fait beaucoup travailler autour de ces questions, et dont la pensée est à l'origine de la création du Conseil français du culte musulman. On pourra y revenir. Je pense que si on réussissait, ou si ces intellectuels réussissaient ce pari, il y aurait quelque chose qui pourrait dynamiser l'ensemble du monde musulman de France et créer un cercle vertueux. Je crois qu'il y a une autre manière qui est en lien avec la précédente de ne pas prendre la foi au sérieux et d'une certaine manière de ne pas respecter la dignité des croyants et de laisser le libre champ à la pression islamiste qui, de fait, durcit les individus et pèse dans certains quartiers populaires sur un mode régressif, c'est vouloir construire un communautarisme sociétal et non une représentation cultuelle. C'est-à-dire, ce sont ces discours qui disent, voilà, on va créer une sorte de conseil des musulmans avec des personnes réussissant socialement. L'image souvent utilisée en comparaison, c'est celle du CRIF. Et je pense que c'est aussi une erreur. D'abord parce que c'est méconnaître le fait qu'au sein de ce qu'on appelle la représentation des musulmans, les identités nationales, algériennes, marocaines, turques, français issus de différents pays, etc., comptent beaucoup plus qu'il n'y paraît et sont à l'origine de beaucoup des difficultés. En ce sens-là,
et je parle devant un représentant éminent de l'islam turc, il n'y a pas de peuple musulman, mais il y a d'abord des identités nationales. De cette erreur en découle une autre, c'est avoir une définition du musulman justement complètement détachée de la foi. C'est une autre manière de ne pas prendre au sérieux justement les phénomènes de foi. Et je crois que, en plus, cette substitution, elle est liée à une défaite, comme je disais, idéologique, politique, des courants qui, pendant longtemps, ont lutté pour l'émancipation des gens. Je pense que quand on a substitué le nom de travailleurs musulmans à celui de travailleurs arabes ou de jeunes musulmans à celui de jeunes français ou jeunes beurs, comme ils l'ont dit au moment de la marche des beurs, dire musulmans plutôt qu'exploités, en se focalisant sur une persécution religieuse, on s'empêche de traiter la demande politique et la demande sociale, en particulier de ces jeunes issus de l'immigration, au seul profit, à mon sens, de ceux qui veulent utiliser les difficultés sociales pour réislamiser. En accentuant cette idée que les jeunes issus de l'immigration seraient victimes parce que musulmans, on favorise cet islam qui veut faire un lien systématique entre difficultés sociales et identité religieuse, avec des discours qui participent de la fracturation de la société sur des bases religieuses. Et ce serait l'échec complet de ce que nous avons voulu faire avec Jean-Pierre Chevènement au moment du lancement du Conseil français du culte musulman. Voilà, je pense qu'il faut affirmer surtout qu'on veut se placer du côté de l'émancipation et que cette diffusion du non-musulman est, comme je le disais, la conséquence d'une défaite idéologique. Et en plus, elle se fait, et on le voit dans les quartiers populaires, aux dépens de ce qui devrait prendre le relais d'un mouvement ouvrier qui avait ses références, sa sociabilité, et même, je dirais, ses prêtres ouvriers, comme clin d'œil sur le christianisme social. Et elle amène en permanence cette idée que la France serait composée de 55 à 60 millions de chrétiens, de 5 ou 6 millions de musulmans, plus quelques autres. C'est une vision non seulement fausse, mais qui racialise la religion et dans un mécanisme qui ne peut profiter idéologiquement qu'à l'extrême droite. C'est, je crois aussi, faire une impasse sur le traitement réel des problèmes de discrimination. On aide à la diffusion de cette idée inconséquente que ceux qu'on appelle musulmans, et je crois que c'est une dynamique qu'on rencontre trop souvent, seraient dans la même situation que les juifs des années 30, en but à une islamophobie d'État, ce qui serait effectivement particulièrement grave. Dans le même temps qu'on fait ça, on minore l'antisémitisme et même on cautionne des discours racialistes, islamistes, qui partagent le monde entre d'un côté les Blancs et leurs alliés juifs et de l'autre les musulmans. C'est le cas par exemple du Parti des indigènes de la République, qui réaffirme que parmi ces énoncés que le métissage est une activité dégoûtante, ou quelque chose de dégoûtant, et qui glorifie des héros parce qu'ils seraient particulièrement antisémites. Je pense à Ahmadinejad ou même à Jean Genet qui est glorifié pour ça. On peut y rajouter le CCIF. Alors, face à cette situation, je pense nécessaire, j'ai voulu faire, modeste personne, puisque je ne suis plus en charge du dossier depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, des propositions qui me semblent utiles. À court terme, il me semble que l'État doit être plus exigeant avec les responsables musulmans, qui pour certains sont ses interlocuteurs depuis 30 ans. On a stabilisé une sorte de bureaucratie des mosquées. Ça me semble un des problèmes. Ce n'est pas le cœur essentiel du problème, mais c'est celui qui fait, par exemple, qu'on n'arrive pas à mettre en place une formation théologique qualifiante pour les imams, ou même à faire un référentiel, puisque c'est en ce moment ce qui est discuté entre les fédérations et avec le gouvernement pour aider à la qualification, à l'utilisation d'imams plus qualifiés qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est sortir aussi de l'islam consulaire. Ça me semble d'autant plus urgent que c'est ce qui alimente aussi notre crise laïque. C'est la manière dont l'islam, sincère ou pas dans notre cadre juridique, remet en cause ou pas les compromis sociétaux qui ont été construits au fil du temps entre les différents cultes, et au premier chef l'Église catholique, et cet islam consulaire qui est issu de sociétés qui sont très différentes des nôtres, ne peuvent pas aider à accompagner ces compromis sociétaux. Une autre manière de sortir de l'impasse où sont engagés les responsables cultuels est qu'ils se donnent, à mon sens, le moyen d'un dialogue entre eux, d'une véritable confrontation, et puis une véritable confrontation devant l'ensemble de la société,
dans un cadre qui ne soit pas éphémère. Alors j'ai repris, à titre d'exemple, les questionnements qui furent mis sur la table au moment du Grand Sanhédrin, entre 1806 et 1807. Je pense que la démarche me semble toujours pertinente, dans ce qu'elle visait à mettre un terme aux accusations de pratiques contraires à la fraternité citoyenne ou au patriotisme, et qui posaient des questions autour de l'articulation entre, par exemple, la loi rabbinique et la loi civile, celle de la liberté des femmes, à travers la question du divorce, entre autres. Je crois que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire aussi, c'est que s'affirme une élite croyante. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique de l'intégration qui apparaît comme une intégration sous condition de rapports distanciés à la fois, et qui, du coup, n'aide pas, non seulement à la lutte contre la radicalisation, mais n'aide pas les jeunes qui sont en recherche de foi à s'identifier de manière positive à des élites qui réussissent. Et j'ai une formule peut-être un peu qui est reprise en ce moment, mais qui est de dire qu'il faut que des Bernanos musulmans s'affirment, justement en référence à la guerre d'Espagne. Je pense aussi qu'on doit aider à l'émergence de cette élite. Et là encore, il y a quelque chose qui est peut-être une affirmation utopique, que se créent des équivalents de ce que sont le Centre Sèvres pour les jésuites, une alliance entre le meilleur de la culture profane avec des diplômes qualifiants et le meilleur de la culture théologique, et qui permettent à ces jeunes qui sont en recherche de pouvoir aussi trouver des débouchés professionnels dans le monde profane, parce qu'on ne mettra pas en cause l'ensemble de la qualification. Enfin, et j'en terminerai par là, je pense qu'il manque une dimension sociale à l'islam de France. Je reprends aussi l'exemple d'une icône catholique, l'abbé Pierre, dont on fête le 10e anniversaire de la mort, qui était en soutane, certes, mais personne n'imaginait que son action était une action pour le logement des seuls catholiques. Et je crois qu'il y a la nécessité pour cet islam social de se mettre en place, parce que ça permettrait aussi d'attirer une jeunesse qui, par nature, je dirais, est altruiste, généreuse, et qui pourrait, par exemple, aider toute la société à donner peut-être un meilleur à l'accueil des migrations, telles qu'on les voit arriver en France, et qui manifesterait sa volonté d'aider toute la société en sortant justement d'une dynamique purement communautaire, comme il en existe des actions sociales d'autres cultes. Et personne n'imagine que le Secours catholique n'est que pour le Secours catholique, la CIMAD que pour les protestants, et la LICRA, dont je viens de voir un représentant imminent, ne s'occuperait que de l'antisémitisme. Voilà, je crois, le cadre à peu près. Alors, tout ça est dit rapidement. Je dirais que la vocation, enfin, ce que je voulais faire, c'est pas simplement de me limiter à l'inventaire des problèmes qu'il faut traiter. C'est essayer vraiment de faire en sorte que des pistes émergent, et avec le souhait, c'est que je crois que les problèmes ne peuvent se résoudre que si émergent des hommes réels, si vous voulez. On ne peut pas rester simplement dans les discours et dans l'incantation, et que ces hommes réels, musulmans, prennent en charge vraiment leur culte et ceux qui vont à la prière le vendredi. Voilà, c'était en introduction dans le temps, j'espère. Alors, je vais reprendre 2 ou 3 éléments, mais avant, la question, j'imagine que beaucoup de personnes se posent ici, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de l'irruption du sujet de la laïcité et de l'islam dans les primaires de gauche ? J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici aussi pour vous entendre là-dessus. Non, mais comme la Fondation Jean Jaurès est un lieu œcuménique, je répondrai de la manière suivante. C'est qu'il y a dans ce débat 2 pôles qui ont chacun leur part de légitimité. Il y en a un qui, peut-être, porte plus d'attention sur la question de la stigmatisation, et avec l'idée que la discrimination est aussi marquée par le plaquage de l'identité cultuelle musulmane. Et puis, il y en a un autre qui est plus attentif, je crois, à la pression qui existe réelle, et qui est celle des courants les plus littéralistes qui veulent marquer l'espace social et qui peuvent avoir des actions très concrètes de pression sur des personnes issues de familles de culture musulmane. Et je pense que le problème qui est posé aux 2 pôles, c'est que
s'ils n'arrivent pas, avec ce qu'ils représentent, mais avec d'autres, à redynamiser ce qui était avant appelé le mouvement ouvrier, c'est-à-dire cette capacité aussi d'intégration à travers des expériences collectives dont le lieu premier était l'expérience de travail. S'ils n'arrivent pas à relancer ce type de dynamique, eh bien, ce qui va remplir le manque, ce sont d'autres formes de militantisme qui sont marquées par le religieux. Et on sait que dans ces formes de militantisme, pour tenir, par exemple, dans certains quartiers, j'ai été préfet en Seine-Saint-Denis, eh bien, d'une certaine manière, il faut avoir la foi. Et peut-être que les salafistes ont remplacé les communautés religieuses qui existaient et qui pouvaient structurer des associations de locataires, et puis ces militants communistes qui allaient vendre l'Huma Dimanche, suivant la chanson célèbre. Vous diriez que là, il y a eu deux conceptions de la laïcité, parce que vous en parlez dans votre livre, la laïcité républicaine et la laïcité plus respectueuse, disons, des droits de l'homme. Est-ce que c'est ça? C'est pas ce clivage-là. Je n'utilise pas ces termes-là dans le livre, c'est pas ça que je dis. Je ne dirais pas qu'un des deux candidats était moins laïque que l'autre, c'est pas ça le sujet. Je pense qu'il y a un décalage dans la focale. Et je pense que peut-être qu'une vision plus équilibrée, médiane, aiderait. Je pense par exemple qu'il y a un discours général sur les frères musulmans qui n'a pas de sens, parce que ça n'existe pas comme ça, et qui est un peu la reprise de la peur du rouge, avec l'idée qu'il y avait une internationale communiste qui arrivait à tout réguler. Enfin, ça a été vrai dans un court temps, mais les frères musulmans, ça n'existe pas comme ça. Et je pense en même temps qu'il ne faut pas être angélique. C'est-à-dire, je crois, moi, que même si toutes les questions ne peuvent pas se résoudre par du droit, par exemple celle du Burkini, je pense que le Burkini, eh bien, c'est la manifestation politique d'un monde en devenir, du souhait d'un monde en devenir que je conteste, parce que c'est l'inverse du monde de ce que je souhaite en tant que monde qui émancipe les gens. Ça, vous l'expliquez très bien dans votre livre, justement, la variété derrière le terme frère musulman. Oui. Vous dites c'est comme les communistes. Oui, parce que on entend en ce moment des discours sur l'idée qu'il y aurait un quartier général qui arriverait à contrôler l'ensemble des courants et donnerait le là. Je crois qu'il y a des gens qui ont une formation intellectuelle, mais je pense que ils sont les frères la mouvance des frères musulmans. C'est comme le mouvement communiste au début des années 80, entre les Portugais et les Italiens, il y avait un monde. Donc oui, c'est sûr, ils ont tous lu plus ou moins Marx, pas tous Gramsci. Mais voilà, ça n'a pas de sens. Mais alors, l'un des moments forts aussi de votre livre... En plus, ça a d'autant moins de sens que les mêmes, par exemple, vous expliquez que Tariq Obrou est vraiment quelque chose d'admirable, tout en oubliant qu'il est membre de l'organisation, de l'Union des organisations islamiques de France, qui est stigmatisée comme étant l'organisation des frères musulmans. Donc, au bout d'un moment, je me demande comment s'articule la pensée. Mais justement, est-ce que l'une des difficultés, ça n'est pas... Vous dites qu'il faut une élite qui est la foi, qui donc représente les musulmans de France, mais qui est la foi. Et quand on a des personnages qui émergent comme ça, on a un peu l'impression parfois qu'ils ne nous conviennent pas. Enfin, vous voyez, par exemple, un type comme Tarek Ramadan, certes, il n'est pas français, mais il a la foi et il fait partie de cette élite. Un type comme Marwan Mohamed, le président du CCIF, il a la foi et il fait partie de cette élite. Alors, est-ce que... Non, je pense que les deux ne sont pas comparables. Voilà, je pense que Tarek Ramadan a la foi et il va à la mosquée et on le voit et il prie et il participe même tous les ans à un rassemblement où la présence de la prière est au cœur du rassemblement. Marwan Mohamed, ça, je pense qu'il est plus, lui, sur une dynamique du musulman culturel, et il ne partage aucun discours de spiritualité. Voilà. Après, je pense que oui, il faut que s'affirment des gens qui, à la fois, réfléchissent, et réfléchissent sur le texte, mais aient la légitimité de le faire au regard de ceux qui prient, parce qu'ils ne cacheront pas, ils manifesteront très explicitement leur croyance, parce que sinon, ils s'adressent à vous, ils s'adressent à moi, mais moi, je ne suis pas dans la révélation, oui. Vous non plus. Donc voilà, et c'est ça le problème. Et comment est-ce que ça peut... Alors, quel est le problème? Pourquoi ça n'émerge pas? Ça, c'est une discussion. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce que j'ai dit, c'est-à-dire le fait que
il y a une forme... Dans les mécanismes d'intégration, ces personnes qui peuvent réussir socialement sont prises aussi dans le mouvement de sécularisation, peuvent aussi estimer que pour leur propre réussite sociale, eh bien, il faut cacher la foi. Et je pense que là, on amplifie ce mouvement quand on veut absolument représenter sous une forme communautariste, justement en voulant gommer la foi de ces personnes, la représentation des musulmans. Je pense que c'est la comparaison que je faisais avec le CRIF. Et donc, on ne les aide pas à s'affirmer comme croyants. Ils commencent simplement à le faire. On a vu un appel au moment des attentats où il y avait l'esquisse de ça. Mais il faut qu'ils passent, à mon sens, parce qu'ils existent, à la phase supérieure, c'est-à-dire qu'ils fassent comme ce qui se fait dans les autres cultes, où les élites sociales croyantes sont là, s'occupent de la gestion du culte, prennent des initiatives. La Fédération du protestantisme français, son président, c'est Joxe. On ne peut pas faire à la fois haute société protestante et activité culturelle.